Et les noms corses. Oui, avec Madame Casalta. Mathéa, M-A-2-T. Il faut que je rajoute Madame la vice-présidente. Voilà, Casalta. C-A-S-A-L-T-A. Voilà, donc c'est moi qui vais vous driver, mais Sébastien va le faire. D'accord. Donc on attend ici. On attend ici. Au chaud. Oui. Un, deux. Bonjour à tous. L'avion ayant du retard, Sébastien vous fait dire que la première plénière aura lieu à peu près vers 11h30. Donc, il vous prie de l'en excuser, mais malheureusement, hier soir, il avait 3/4 d'heure. Aujourd'hui, c'est une demi-heure. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et l'accueil des 3 personnalités, c'est supprimé? C'est-à-dire Moi, j'ai vu que ça avait changé plusieurs fois.
Bon, vous avez assez attendu. Merci de votre patience. Je vous invite à prendre place pour démarrer cette 11e édition de Ruralytique. Madame la vice-présidente, je vais vous demander de rejoindre les intervenants de l'ouverture. Je vais... Voilà, par ici, si vous voulez bien prendre place ici, comme ça je sais où vous êtes. Voilà, installez-vous, prenez place. Donc vous pouvez tous chausser les lunettes qu'on vous a remis. Hein. Vous avez vu, ce ne sont pas des lunettes de soleil. Ce sont juste des lunettes pour regarder peut-être les choses un peu autrement pendant 2 jours. Voilà. Voilà, je vous laisse vous installer. Madame Casalta, venez me voir. Madame Jarry, je vais vous présenter Madame Mathéa Casalta, qui est conseillère exécutive de Corse. Voilà. On vous proposera de prendre un petit café ensemble pour faire connaissance avec l'issue de la présentation. Bien, vous pouvez vous installer. Et je vais donc demander à Vincent Descoeurs, président fondateur de Ruralytique, il y a 11 ans déjà, de bien vouloir ouvrir officiellement cette 11e édition. Bien, mesdames, messieurs, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. J'avais imaginé sous le soleil du Cantal, mais cette pluie qui était attendue et que je n'ose pas dire aujourd'hui bienvenue, tant elle va venir quelque peu contrarier quand même ce rendez-vous qu'on espérait estival. Une 11e édition dans ce cadre prestigieux du château de Vixous, donc bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus jusqu'à nous pour ce rendez-vous désormais incontournable. C'est la 3e fois qu'il se tient dans le château. Je ne sais pas si Serge Pélissère est là, mais je voulais le remercier de son accueil et rappeler, si besoin était, que c'est avec lui qu'est né ce rendez-vous, puisque c'est Serge qui a bien voulu imaginer, il y a de cela maintenant donc une douzaine d'années, que ce rendez-vous puisse se tenir dans le Cantal. Je voudrais cette année saluer tout particulièrement mon collègue président du conseil départemental de Haute-Corse, François Orlandi, qui est présent ici avec une délégation importante, monsieur le sous-préfet de Corté, notre collègue madame Casalta, que je cherche des yeux, qui est là-bas, voilà, vous avez joué là, vous êtes répartis les rôles, qui est donc élu de la collectivité territoriale. Et je suis très heureux, puis Pierre, qui est une cheville ouvrière de cette rencontre, je suis très heureux de pouvoir accueillir François Orlandi et cette délégation de la Haute-Corse, puisque à l'occasion de Ruralytique l'an dernier est né un partenariat entre le département du Cantal et celui de la Haute-Corse. Cela s'est traduit par un certain nombre d'actions que nous avons initiées. Nous procéderons d'ailleurs à une petite signature officielle, mais nous avons travaillé avant la signature. Et j'insiste sur ce point parce que je crois que ce partenariat qui est né autour du partage d'expériences, avec notamment quelques télécentres qui fleurissent maintenant en Haute-Corse, je crois que ça illustre concrètement l'intérêt de Ruralytique. On avait l'habitude, au-delà des débats toujours très intéressants, et puis beaucoup qui se placent dans une prospective, on avait l'habitude de dire que ça doit être aussi le lieu où on partage les expériences et où les uns peuvent se nourrir de ce qu'ont pu faire les autres. Et je crois qu'on a là une illustration parfaite de l'intérêt de ce rendez-vous. Je voudrais saluer aussi la vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Juliette Jarry, qui est en charge du numérique. Voilà, la remercier d'être présente parmi nous. Rappeler, si besoin était, le rôle historique de la région dans le programme de déploiement du très haut débit dans le département du Cantal. Saluer l'ensemble des personnes, les élus qui nous ont rejoints, des élus locaux qui, j'espère, ne seront pas détournés du château de Vixouz par cette pluie. Et puis, peut-être simplement, très brièvement, revenir sur le thème de ce nouveau rendez-vous, en l'occurrence le numérique éducatif, avec un ruralitique plus destiné aux enfants et l'accueil, je crois, cet après-midi ou demain d'une classe. Et le numérique éducatif, c'est de toute évidence un sujet d'actualité dans le département du Cantal, puisque, après avoir conduit un programme comme bon nombre de départements autour des collèges numériques ruraux, voilà que nous nous sommes intéressés au numérique dans les écoles primaires, avec l'idée de pouvoir, autour de notre agence départementale, fédérer les initiatives et s'assurer d'une bonne diffusion des usages, et puis de s'assurer aussi d'une cohérence entre les outils. Tout cela est conduit par notre agence CIT, et nous travaillons aussi sur un environnement numérique de travail, comme cela existe aujourd'hui dans les établissements du secondaire. Et puis le numérique éducatif, c'est aussi l'universitaire, avec pour le Cantal, donc en septembre 2016, l'ouverture d'une plateforme numérique 3.0 autour du téléenseignement, du coworking, et puis ce sera aussi une couveuse. Tout ça pour illustrer, si besoin était, qu'entre deux rendez-vous, entre deux ruralitiques, dans le Cantal, mais bien évidemment ailleurs et dans chacun des départements que vous représentez, eh bien les usages se développent, le très haut débit progresse. Alors, parfois nous aimerions qu'il progresse plus vite, mais ça fera peut-être l'objet d'un sujet. On n'est pas là pour parler des infrastructures, si ce n'est que très concrètement, je crois qu'il faut aussi, c'est aussi l'occasion de faire un point et de rappeler qu'au-delà des usages qui se sont largement diversifiés, on a toujours des nouvelles expériences de télémédecine, la médiathèque met en ligne des ressources toujours plus nombreuses, et au-delà de ça, il y a la fibre qui progresse. Et ça, c'est important aussi, au travers d'un partenariat public-privé qui avait été initié avec la région et repris par la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut se satisfaire de voir le nombre de personnes bénéficiaires de la fibre bien augmenté d'année en année. Depuis la dernière édition, ce sont 12 000 prises nouvelles qui auront pu être installées dans 14 communes que l'on peut, pour le coup, qualifier de rurales. Voilà, c'est aussi important parce que les usages prennent de l'ampleur et il est important qu'on puisse bénéficier des infrastructures adéquates. Voilà, moi je suis très très heureux que nous puissions tenir une nouvelle édition dans ce cadre prestigieux. Une éclaircie est annoncée, je crois, pour la journée de demain. Je dis je crois, hein, j'aurais dû, dans le cadre d'une promotion touristique, vous en assurer, mais on n'est jamais sûr de rien. Voilà, merci toujours de vous être déplacé. Merci au président Orlandi d'être venu jusqu'à nous, et moi je suis très heureux que nous puissions, que nous ayons pu nouer ce partenariat, parce qu'encore une fois, je crois qu'au-delà des discussions, de la stratégie, de la mise en perspective, c'est important aussi de pouvoir illustrer très concrètement l'intérêt du numérique pour le rural. Je vous remercie et vous souhaite un excellent séjour dans le Cantal, qui est magnifique sous le soleil. Pour ceux qui le découvrent, je vous invite donc à revenir pour un automne souvent très ensoleillé, veuillez me croire. Merci de votre attention. Et j'invite donc mon collègue à prendre ma place. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, merci pour, bien évidemment, cette invitation dans ce lieu magnifique. Merci, Vincent, d'avoir incité les forces célestes à nous amener ce que nous attendons depuis des mois encore, à savoir la pluie. Et si nous ne l'avons pas
pendant ces 2 jours de ruralytique, si nous n'avons pas le soleil pour faire briller les travaux qui vont s'y dérouler, mais on sait tous que dans le monde rural, le soleil, nous l'avons dans le cœur, et donc il sera bien présent et nous permettra de faire rayonner toutes les analyses, tous les travaux, toutes les inspirations d'un moment d'échange aussi précieux que celui-ci. Avec mes remerciements pour votre accueil, en mon nom personnel bien sûr, mais également au nom de toute la délégation qui m'accompagne, je voudrais en quelques mots rappeler le contexte de notre présence ici, les enseignements. Oui, il me manque quelques centimètres par rapport au président, mais comme disait Coluche, la bonne hauteur, c'est lorsque les pieds touchent par terre, donc on remet les micros à la bonne place. Oui, je vous disais donc que le contexte a ceci de particulier que le plaisir qui me vaut d'être ici aujourd'hui a été précédé hier par une réunion élargie du bureau de l'Assemblée des départements de France autour d'Axel Lemaire, justement sur le vaste sujet du numérique et notamment de l'amélioration et de l'ambition qui est celle du gouvernement, mais c'est celle partagée par l'ensemble des élus et l'ensemble de la population, d'obtenir dans les 10 ans une situation en la matière qui place la France au plus haut niveau, tant en termes de qualité que de couverture, que de projet. Donc l'ambition est d'être vraiment le pays qui, au moins en Europe, sera le mieux placé pour répondre à cette ambition. Donc le pays le mieux et le plus pourvu en haut débit. Je crois que c'est un beau challenge et pour les réussir, il faut des initiatives et je pense que Ruralytique s'inscrit tout à fait dans ce genre d'initiative. Et j'ai entendu qu'une partie des travaux seront consacrés à la jeunesse. C'est également un message qui a été porté hier par la ministre et c'est donc très, très important à nos yeux. Alors, notre présence dans ces lieux nous incite à l'optimisme. Et cet optimisme, c'est celui d'élus que modestement nous sommes et dont l'ambition est d'insuffler dans nos territoires le souffle de la modernité. Nos territoires sont des territoires difficiles. Sur la Corse, en règle générale, bien que aujourd'hui je représente la Haute-Corse, mais toute la Corse est représentée par une de nos collègues, les territoires dits difficiles sont nombreux. Et pour vous situer, si mon collègue Pierre Siméon de Boucheberg représente la partie sud de la plaine orientale, moi je représente le nord de l'île, le Cap Corse, celui qu'on représente souvent par le doigt. Donc véritablement le nord à la fois montagneux et marin de l'île. C'est là aussi une forme de ruralité profonde aux portes de Bastia, donc aux portes de la zone urbaine la plus importante du département. Et l'insularité telle que nous la vivons a ceci de fascinant qu'elle rapproche autant les habitants qui vivent à l'intérieur, les solidarités se créent, qu'elle nous isole de l'extérieur. C'est pourquoi donc, nous sommes héritiers d'une longue tradition de l'entraide, d'une tradition de solidarité familiale, de solidarité générationnelle, quelquefois poussée à l'extrême, il faut l'avouer. Nous sommes imprégnés de valeurs qui font souvent référence, en tout cas on s'y réfère très souvent, elles sont basées sur un échange permanent, sur cette convivialité exacerbée, sur un amour partagé du bien commun et avec au premier rang, quelquefois avec une fougue plus ou moins maîtrisée, un amour d'une terre et un amour d'une culture qui nous sont chevillés au corps. Alors pendant longtemps, la Corse a été un territoire où la persistance du lien social s'est accommodée d'un relatif sous-développement. Il y avait une forme de fatalisme, sous-développement des infrastructures, qu'elles soient primaires. Tout le monde a entendu parler du piteux état pendant longtemps de notre réseau routier. Il en est de même pour l'ensemble des communications. Le service public était souvent embryonnaire
et les difficultés d'accès à la plupart des services étaient une réalité quotidienne contre laquelle, bien sûr, nous luttons pour que nos populations parviennent aujourd'hui à bénéficier de services tout à fait adaptés. Alors parallèlement, dans une société comme la nôtre, mais comme ailleurs aussi, on a beaucoup critiqué le développement technologique parce qu'on l'a accusé d'isoler l'individu. Je crois qu'on a tous à l'esprit ces remarques que l'on fait à notre jeunesse, pencher en permanence sur les smartphones, sur tout ce qui constitue avec les tablettes des moyens aujourd'hui modernes d'échange. On a eu l'impression qu'il y avait un repli sur soi et on a au contraire le sentiment maintenant, en tout cas la certitude même, que ce sont des outils d'ouverture et c'est de cette manière-là qu'il faut, je pense, les interpréter, les utiliser et les transformer. Alors aujourd'hui, paradoxalement, j'ai le sentiment que nos valeurs, nos solidarités, notre vivre ensemble sont menacées et c'est justement le numérique qui va nous permettre de contrecarrer tout cela et de rétablir la qualité des relations dont nous avons besoin. Nous sommes dans un contexte territorial qui est en constante évolution. Les plus petites collectivités rurales sont sommées, au risque de disparaître, de moderniser leurs infrastructures, d'offrir à leur population un accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et un bouquet complet de services, alors même que l'équipement de base continue parfois de manquer, notamment en termes d'infrastructures primaires, que sont l'assainissement, des réseaux d'eau, des niveaux de normes définis, les routes, le traitement des déchets. Mais j'imagine que ces problèmes-là, nous les partageons avec d'autres territoires ruraux. Donc le rattrapage du retard historique dont souffrent ces territoires doit être finalisé et intégré avec les problématiques de la fracture numérique. La grande majorité des communes rurales en Corse ne bénéficient pas d'accès à l'Internet haut débit, de zones blanches à couvrir en matière également de couverture de téléphonie mobile. Et c'était un sujet qui a été évoqué avec beaucoup d'insistance lors de la réunion dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. Ce besoin se fait sentir non seulement dans des régions comme la Corse où la ruralité a eu beaucoup à souffrir, mais de la voix de nombre de nos collègues représentant les départements, c'est une situation qui est vécue par ailleurs et je crois que les réponses attendues sont importantes. Cependant, la concurrence des territoires n'attend pas qu'il s'agisse de l'attractivité des territoires ou de performer sur les appels à projets. Et aujourd'hui, les grandes collectivités se doivent d'accompagner les communes et leurs groupements sur ce chemin du développement maîtrisé et adapté aux nombreux enjeux de notre temps. Et je crois que comme j'ai pu le lire d'ailleurs dans la presse locale aujourd'hui, si les élus sont présents sur ce terrain, c'est parce qu'ils ont pris conscience en effet de cette nécessité, ils ont témoigné une volonté de s'engager, et si besoin en était, je crois que l'État, que représente ici Monsieur le sous-préfet, n'hésite pas à appeler les collectivités à contribuer à toutes sortes de développements, et notamment en matière de haut débit. Alors le département de la Haute-Corse que nous représentons ici, donc en compagnie du président de la commission chargée du développement des nouvelles technologies, mon collègue Pierre Siméon de Buchberg, et je tiens à le remercier pour son engagement avec ses collaborateurs, donc fait qu'aujourd'hui nous sommes les invités d'honneur de ces 10 ans de ruralité, ça nous touche profondément. Je veux juste rappeler que la Haute-Corse avait déjà été présente à Ruralytique et distinguée en 2010 et en 2011 pour des initiatives qui avaient été prises en faveur d'une meilleure communication entre les territoires, et notamment concernant l'installation de réseaux de salles de visioconférence. Quand on connaît les difficultés et les temps de déplacement au-delà des distances qui existe chez nous, ce système de visioconférence a un bel avenir devant lui. Donc aujourd'hui, je vous le disais, avec l'ensemble des élus,
c'est toute la Corse que nous voulons représenter, car l'ensemble du territoire est totalement engagé dans ce besoin de performance indispensable à la survie et au développement du monde rural que nous, élus départementaux, nous représentons prioritairement, et je crois que nous n'avons de cesse de l'affirmer, pour une juste cause. Donc il y a un an, le président de Cœur l'a rappelé, sous l'impulsion de Pierre-Siméon de Buchebert, nous avions fondé avec vous, Président, des accords de coopération et de jumelage numérique entre le département de la Haute-Corse et le Cantal. Nous l'avons fait parce que tous deux, départements ruraux et de montagne, même si la Corse est une montagne dans la mer, nous sommes cousins en bien des points et nous voulions unir nos efforts pour promouvoir cette société meilleure à laquelle nous appelons tous, plus compétitive, plus humaine, où le monde rural a beaucoup de choses à dire et à donner. Reconnaissons que cela a dopé notre développement numérique, et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais cela a participé également à développer nos échanges économiques, puisque maintenant, Air France nous relie directement pendant l'été, sans avoir à passer par Paris, donc le Cantal et la Corse. L'invitation au voyage dans les deux sens est lancée. Alors pour cette édition 2016, notre collectivité vous présentera son retour d'expérience, des bonnes pratiques numériques sur notre territoire par lesquelles nous avons voulu tirer la quintessence de ce que nous avions appris ici, du potentiel de développement économique inspiré par votre réseau de tiers-lieux et de cybercantal. Il s'agit pour nous notamment de la mise en œuvre d'un programme dit OUSPATCH, c'est l'espace, avec un sens très général, donc c'est l'équivalent chez nous du cybercantal. Alors initié, donc, comme je vous le disais, en 2015, sur la commune de Prunay-Lidi-Fiumo, dont Pierre-Siméon de Buchebert est également le maire, après une mise au point ici même grâce à nos échanges, OUSPATCH, et on dira bientôt ISPATCH quand on parlera de cette démarche, puisqu'il y aura un pluriel, donc on constitue un moyen d'innerver et de dynamiser le territoire rural de Corse par la mise en réseau de sites stratégiques de services et d'accès au haut débit, selon les télécentres. Donc 150 ans après notre réseau ferroviaire, nous construisons aujourd'hui le réseau des gares numériques. C'est une métaphore qui est souvent, je crois, utilisée, mais qui est, me semble-t-il, tout à fait adaptée. Ce sont des lieux où se tissent les liens forts de la vie sociale. Alors, la présence de monsieur le sous-préfet, qui sur la Haute-Corse a été chargé par Alain Thirion, préfet de Corse, de prendre en charge toute la problématique de la ruralité. J'ai envie de dire qu'à ces réseaux répondent en écho d'autres démarches d'aménagement du territoire. Et vous a été confié, monsieur le sous-préfet, le dossier de la ruralité, et notamment celui de la mise en œuvre du réseau des MSAP. Donc c'est là aussi, avec les PAM, un exemple supplémentaire d'une réponse à ces besoins, à ces aspirations de mise en réseau. Mais je crois que le point commun, le dénominateur commun à toutes ces initiatives, c'est la qualité du réseau. Donc le programme OUSPATCH vise à fournir dans chaque zone rurale concernée un centre multiservice pour les citoyens et les entrepreneurs, un espace de télétravail reconfigurable, un pôle d'animation numérique, un outil de développement de l'économie sociale et solidaire, je le rappelle, dans un territoire où, au-delà des distances, les temps pour se rendre d'une vallée à une autre, d'une micro-région à une autre, sont particulièrement longs et sont invalidants pour un développement économique comme on pourrait le souhaiter. Donc l'idée est de réinventer le contenu des usages qui permettent l'accès au haut débit combiné avec la présence de locaux confortables, modulaires, partagés, sans trahir et sans concurrencer d'ailleurs l'esprit du service public dans lequel œuvrent les collectivités. C'est une volonté de s'installer partout où l'activité privée est défaillante. Et là aussi, ça renvoie en rappel la démarche qui est initiée au plus haut niveau de l'État sur cette volonté de pallier à l'absence des opérateurs privés par le soutien des collectivités pour que l'ensemble de la population bénéficie de services qui sont aujourd'hui des éléments essentiels de la vie quotidienne. Donc, fortement imprégné par la philosophie du penser global, agir local, ce projet
répond par le développement technologique aux problématiques spécifiques de chacun des territoires où il est implanté. Il est soutenu par l'ensemble des pouvoirs publics de Corse et la collectivité territoriale est également un partenaire. Il doit constituer un des principaux débouchés de l'aménagement numérique de nos territoires ruraux en cohérence avec le schéma régional d'aménagement numérique dont les institutions de Corse auront la responsabilité d'ici quelques mois puisque nous devrions passer au 1er janvier 2018 à une collectivité unique. Donc c'est un message d'optimisme que j'évoquais au début de mon propos. C'est un message de partage que je souhaitais vous apporter avec donc l'ensemble de la délégation pour cette cérémonie d'ouverture de Ruralytique 2016 dont je suis certain que se présentant sous les meilleurs auspices, il sera encore une fois une très très belle réussite. En attendant que vous puissiez découvrir également le savoir-faire des Corses en produits de la ruralité, et c'est à une région particulièrement riche en produits de la ruralité de grande qualité que je m'adresse. Nous allons également nous offrir un peu de notre culture et je voudrais remercier les artistes qui nous ont accompagnés. Donc je gâche que cet avant-goût soit prolongé par d'autres échanges. On a évoqué les moyens de les établir ici ou en Corse, sous le soleil ou sous la pluie. Partout nous pourrons faire ensemble rimer ruralité et convivialité et connecter. Je vous remercie et comme on dit chez nous, bir ringrazio. Merci beaucoup, Monsieur le Président Orlandi. Sans plus attendre, je vais demander à Juliette Jarry, vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, de nous rejoindre et de nous faire part de l'ambition qui est portée par cette gigantesque région. Alors l'Auvergne était hier la première région haut débit puis très haut débit de France. Est-ce que Auvergne-Rhône-Alpes a vocation à devenir la première région numérique d'Europe ? Évidemment. Messieurs les présidents, monsieur le sous-préfet, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier, cher Vincent, de nous accueillir ici. J'ai été un petit peu optimiste ce matin en choisissant mes chaussures, je le paye. Mais le cadre reste magnifique malgré tout à l'image de votre département, le Cantal. Je remercie aussi monsieur Orlandi de sa présence parmi nous. Je crois savoir que vous avez un lien assez étroit avec notre région, du côté de la Savoie ou de la Haute-Savoie, si mes informations sont bonnes. Je tiens ensuite à remercier Sébastien Cotte et toute son équipe pour cette formidable organisation, pour sa persévérance, qui chaque année lui donne un peu plus raison. Ce n'est pas tout d'être précurseur, il faut tenir dans la durée. Et après 11 ans, nous avons la preuve que vous êtes tenace et que ça paye. Je vous prie de bien vouloir excuser le président de la région, Laurent Wauquiez, qui hélas n'a pas pu se joindre à nous ce matin, mais vous connaissez son engagement sur tous les sujets ruraux et son attachement au développement du numérique sur l'ensemble du territoire. Et pour répondre à votre question, ne doutez pas un instant de sa détermination et de ma détermination à faire de notre région Auvergne-Rhône-Alpes la référence européenne en matière de numérique. Cet objectif, il nous concerne tous et il ne se réalisera qu'avec l'engagement de tous. Le cas des infrastructures et notamment de la fibre optique qui est un enjeu majeur de développement du numérique parce que nous voulons aller vite, nous voulons aller plus vite, nous voulons être efficaces et pragmatiques tout en respectant les spécificités de notre territoire. Sur cette question, la région est chef d'orchestre. Elle donne le rythme, elle assure la cohérence de l'ensemble, mais elle le fait en partenariat. Et elle le fait en partenariat de différentes manières, avec d'un côté une régie régionale en Auvergne, et de l'autre côté un partenariat avec les départements et des subventions, soit directement aux départements, soit à des syndicats d'énergie ou des syndicats mixtes. Nous n'avons pas la vocation à uniformiser, mais à accélérer, à monter en puissance et à garantir l'étendue de couverture pour rendre le numérique accessible à tous. Et je crois que cette question est vraiment un enjeu majeur pour nous, l'accessibilité pour tous. L'accessibilité au niveau des infrastructures, évidemment l'infrastructure, mais aussi au niveau des usages. Avec le Président, nous avons fixé 3 nouveaux objectifs. Le premier, c'est celui d'améliorer l'adressage. Et nous avons, notamment dans le Cantal, 57% des foyers qui présentent une difficulté d'adressage. Et on sait qu'au-delà de la commercialisation de la fibre, c'est une question qui se pose pour la livraison des colis comme pour
fait de vouloir envoyer un courrier à ses concitoyens. Nous voulons faire venir le plus d'opérateurs possible, parce que là aussi, nous avons un vrai levier sur l'accélération de la commercialisation. Et nous voulons aussi avoir des offres plus adaptées aux entreprises et notamment aux petites entreprises. À titre personnel, je suis moi-même chef d'entreprise depuis 10 ans et quand j'ai consulté mon opérateur pour passer à la fibre, on m'a dit « Oui, mais bien sûr, madame, ça vous coûtera 700 € par mois. » Pour une entreprise et pour une petite entreprise, 700 € par mois, ce n'est pas possible. Donc on a un vrai travail à faire sur des enjeux très concrets et très pragmatiques. On m'a encore sollicité tout à l'heure sur une zone d'activité qui n'est pas couverte. Voilà, vous assurer de notre volonté parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est majeur. On sait qu'on a un rôle à jouer sur ces questions-là parce qu'il en va de notre développement économique. La région a investi cette année 46 millions d'euros. On a augmenté de 39% le montant au niveau du budget. Sur les 10 ans à venir, ce sont 435 millions d'euros qui vont être investis. C'est un budget qui est quand même très conséquent. Et il faut bien avoir en tête ces ordres d'idées parce que souvent on n'identifie pas la région comme un acteur sur ces questions-là, mais on est quand même sur des budgets qui sont très conséquents. Ici en Auvergne, ces jours-ci, on fête notamment la 10 millième prise, 10 millième raccordement d'un foyer auvergnat, preuve vraiment de la volonté d'avancer sur ces questions-là. Mais au-delà du réseau, rendre le numérique accessible, c'est bien évidemment développer les usages, et j'en parlais tout à l'heure, et c'est soutenir toutes les initiatives. Financer un salon international de start-up, mais aussi construire des tiers-lieux dans des communautés de communes de 10 000 habitants, ou accompagner une TPE artisanale sur sa transition numérique. Les grandes entreprises ont souvent quelqu'un qui est en charge de cette question-là. Notre travail, il est aussi d'accompagner les plus petites entreprises à prendre conscience de ces nécessités de prendre un virage numérique. Un artisan doit savoir qu'il a besoin d'un CRM pour gérer sa base de données clients, savoir qu'à travers un site internet, il peut se faire connaître plus largement. Il y a une véritable logique, c'est celle qui est de partager la technologie, de diffuser le savoir et le progrès collectif. On parle de plus en plus de Smart City en l'assimilant aux zones urbaines. Bien, moi, ma conviction, c'est que le monde rural peut être lui aussi évidemment connecté et smart. Nous soutenons les projets sans dogme et sans a priori. Et comme l'expliquera Olivier Amran, qui est avec moi aujourd'hui, conseiller spécial de Laurent Wauquiez sur la question de la ruralité, comme il en parlera donc demain matin, le numérique est aussi dans une logique d'aménagement du territoire, et vous en parliez tout à l'heure, avec les mêmes contraintes et les mêmes priorités que le nœud soit routier ou numérique. On est aujourd'hui face au même enjeu que quand on déployait l'électricité sur tout le territoire. Il est difficile d'avoir une vision exhaustive de tous les projets numériques d'un territoire car tous ne mobilisent pas des fonds régionaux. Par contre, nous savons que dans ceux que nous avons financés, 64% des projets portés par des EPCI intégraient une composante numérique, ce qui représente un financement régional de 8 millions d'euros sur 3 ans. La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient le développement des tiers-lieux. Je pense que ça fait partie effectivement des priorités que nous avons à adresser dans les années qui viennent. Il y a une modification des façons de travailler. On sait que de plus en plus de citadins sont attirés par le fait de pouvoir travailler à la campagne, travailler de chez eux. On sait aussi qu'on a des problématiques qui sont environnementales par rapport au déplacement. Et ces questions de tiers-lieux, de coworking sont vraiment des choses qui nous parlent et que nous avons à cœur de pouvoir accompagner. Le territoire auvergnat, à titre d'exemple, en compte déjà une soixantaine. Et je pense notamment à l'initiative privée que vous avez pas très loin d'ici, avec la Forge à côté d'Aurillac. Un autre usage du numérique, c'est celui de la e-santé, qui va devenir de plus en plus important, avec un bel exemple comme Hospitadome, dispositif de télémédecine du centre hospitalier de Moulins-Isère, qui est articulé autour de la télésurveillance et du suivi à domicile de patients insuffisants respiratoires chroniques et de la mise en réseau de structures de santé isolées via des systèmes de visioconférence. Que dire encore du e-tourisme, dont on mesure parfaitement dans le cadre ici à Paul-Minac tout le potentiel. Lors des premières assises du tourisme vendredi dernier, le sujet a d'ailleurs occupé une large place. L'Office du tourisme de Vic-sur-Serre, dans votre département, Monsieur Decker, est l'illustration de cette métamorphose. Bornes et écrans tactiles viennent en complément des équipes et permettent aux usagers de construire leur séjour en accédant très simplement aux bases de données touristiques. Le Wi-Fi est accessible depuis l'extérieur et avant même d'avoir passé la porte, une borne tactile, également utilisable pendant les heures de fermeture, renseigne sur les informations pratiques. C'est vraiment, je pense,
un exemple qui nous montre que le numérique ne vient pas contre l'emploi, que le numérique n'est pas quelque chose qui vient détruire de l'activité, mais qui peut être vraiment complémentaire d'un certain nombre d'autres initiatives. Dans l'agriculture aussi, on voit très clairement ces derniers temps que le numérique prend une place de plus en plus importante comme un outil d'aide à la décision et à la productivité, mais qu'il permet aussi de communiquer, comme dans les petites entreprises, sur la qualité des produits et de faciliter la vente directe en faisant connaître sa production à des consommateurs. Comme vous pouvez le constater, la région a un lien privilégié avec ses territoires, même les plus reculés, les moins denses ou les plus difficilement accessibles. Le numérique pour tous et avec tous. Et la région n'est plus un payeur aveugle. Elle veut devenir un partenaire à vos côtés dès la genèse des idées. Et nous attendons de vous, élus locaux, élus ruraux, des projets, des retours d'expérience, des initiatives et des échanges de bonnes pratiques. Vous savez que nous portons notamment avec le président de la région un grand projet de campus européen des métiers du numérique sur lequel nous ouvrons un volet très important hors les murs. Parce qu'effectivement, on aura un navire amiral, mais nous souhaitons fédérer toutes les initiatives au sein de la région pour pouvoir offrir des solutions à tous nos concitoyens. Le numérique n'est pas une question de géographie, ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question d'âge. C'est une nécessité, c'est un besoin, et c'est une volonté forte de notre part. Mais ça ne se fera pas sans vous. Et nous souhaitons la partager avec vous, dans la durée et au service de tous. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup Juliette Jarry d'avoir effectivement trouvé le temps, la liberté de venir nous rencontrer sur Ruralytics. Cette nouvelle région génère pas mal d'attentes, de belles ambitions. Donc voilà, au travail comme on dit. Et au travail on s'y met tout de suite, en compagnie de Jean-Pierre Jalot, de Patrice Joly et de Patrice Carré. Mais juste avant de vous inviter à monter sur scène, pour introduire la question qui va nous occuper, et en l'occurrence, c'est la gouvernance rurale revisitée à l'aune du numérique. Mais vous avez sans doute entendu parler d'un certain nombre d'initiatives, La Primaire, maprimaire.org. Aujourd'hui, on voit que le numérique est en train... Obama l'avait fait avec sa grande campagne basée sur le online, etc. Mais on est en train de voir émerger peut-être de nouvelles modalités, soit de désigner ceux qui porteront le destin de la collectivité, soit même d'en partager la responsabilité. Donc je voulais vous montrer une de ces initiatives qui s'appelle Mon e-party. Et puis ensuite, Patrice Carré rebondira avec ses intervenants sur ce que ça veut dire pour les élus que de s'impliquer en ligne et d'accepter que ce qui est en ligne permette aussi aux citoyens de s'impliquer. Hop. Léa a 25 ans. C'est une fille fraîche et décontractée qui n'a jamais voté car elle pense que son vote n'a pas d'impact. Pourtant, elle aimerait que son avis compte. Elle ne s'imagine pas voter pour les mêmes à chaque élection. Elle aimerait une méthode plus directe et changer le monde. Julien a 30 ans, n'a rien d'un voyou même s'il cultive son côté bandit. Depuis 2 ans, il ne vote plus. Son chien, Doug, ne vote pas non plus car il a compris qu'en politique, on ronge son os. Son maître, lui, se sent trahi et trompé. Il a perdu confiance dans la classe politique. Dommage, car il fourmille d'idées pour faire bouger les lignes. Bon, ok, c'est vrai que là, Léa joue à la console, mais elle veut s'engager, contribuer et donner son opinion sur des tas de sujets comme les femmes dans la société ou les jeux vidéo pédagogiques. Julien adore son métier. On peut goûter ? Il pense que sa contribution a une valeur. Le truc, c'est qu'il voudrait être sûr que son vote ait un impact. En fait, Julien a envie de redevenir un citoyen engagé pour son pays et sa commune. Aujourd'hui, en téléchargeant gratuitement l'application mobile Mon e-party, Léa et Julien vont pouvoir exprimer leur opinion et peser sur toutes les questions qui les intéressent, de n'importe où, n'importe quand et de n'importe quel périphérique. Si vous aussi vous voulez devenir des citoyens engagés comme Léa et Julien, téléchargez vite Mon e-party
et partez sur la route d'une nouvelle démocratie dans laquelle l'expression de votre opinion reprend tout son sens. Voilà, c'est une manière d'aborder le sujet. Pour les autres manières, je vais demander à Patrice Carré, à Patrice Joly et à Jean-Pierre Jalot de bien vouloir me rejoindre sur ce plateau. C'est Patrice Carré qui pilote. Patrice Carré qui est président du conseil scientifique de Décider Ensemble, qui est un think tank qui interroge justement les gouvernances. Jean-Pierre Jalot qui est le vice-président de l'Association nationale des pays et pôle d'équilibre. Et Patrice Joly, qui en plus d'être président du département de la Nièvre, est également le président de l'association Nouvelle Ruralité, Association nationale de Nouvelle Ruralité. Je vous présente de sa part les excuses de John Billard, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui malheureusement au dernier moment n'a pu nous rejoindre, qui s'en excuse auprès de vous. Cas de force majeure, comme on dit. Voilà, messieurs, c'est à vous. À très vite. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de débattre avec Jean-Pierre Jalot et Patrice Joly, qui se présenteront tout à l'heure, je crois, plus longuement, ça sera plus simple. Je voudrais rebondir sur ce film que nous venons de voir. Un des derniers mots de ce film, c'était le mot de démocratie. Alors nous le savons tous, c'est un peu une banalité. Chaque jour, dans la presse, à la télévision, à la radio, on nous parle de la crise de la démocratie. Or, cette crise de la démocratie, on peut globalement la caractériser par 5 points. Premier point, c'est une crise de la participation à la vie politique. Montée de l'abstention, bien entendu, mais aussi baisse de militants dans les partis politiques. Est-ce que beaucoup de gens encore aujourd'hui ont envie de militer dans un parti, quel qu'il soit d'ailleurs? Deuxième crise, la crise des institutions. Les institutions sont-elles encore vraiment lisibles? Nous vivons dans des institutions qui datent de 1958, un moment très précis de notre histoire, au moment d'une guerre, fait pour un homme exceptionnel, comme il n'y en a pas eu d'autres dans l'histoire. Donc est-ce que ces institutions aujourd'hui, qui instauraient une monarchie républicaine, ont encore du sens? C'est une question que tout le monde se pose. Troisième question, la crise du résultat. Les citoyens se disent, mais je vote, mais pourquoi? Mais quel est le résultat de ce vote? Les candidats, quels qu'ils soient, font des promesses, sont-ils en capacité de les tenir? Non, certainement pas. Et la preuve a été faite depuis 20 ans, 30 ans, que ces promesses n'ont pas été tenues, parce qu'elles ne peuvent pas être tenues. Elles ne peuvent pas être tenues, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le politique a encore du pouvoir? Maintenant, on parle des marchés, il y a un effacement de l'État, on parle d'autorités administratives indépendantes qui prennent des décisions que ne peuvent pas prendre les élus. Donc, il y a une crise du résultat. Quatrième crise, la crise de la représentation. C'est un corollaire de ce que je viens de dire, bien sûr. Cette crise de la représentation, c'est la défiance. La défiance envers les élus. Ça se traduit, on l'a vu tout à l'heure, alors toutes les enquêtes du Cevipof, par exemple, le montrent bien, par une montée considérable de l'abstention, et notamment chez des jeunes, qui expliquent très clairement qu'ils n'ont plus du tout envie d'aller voter. Montée également des extrêmes, quels qu'ils soient là encore, qui, eux aussi, ont un discours autour du tous pourri, etc., qu'on a tous entendu, mais qui, effectivement, s'il est totalement faux, prend quelque part, chez certaines franges de la population, un certain écho. Et puis, en même temps, crise de la représentation, comme si la démocratie se bornait à l'élection. Et comme la philosophe Myriam Revaud-Dallon l'explique très bien, la démocratie, ça ne se borne pas à la représentativité. C'est autre chose, la démocratie, c'est beaucoup plus complexe. Et les Grecs avaient une conception, on ne va pas remonter à Aristote, mais avaient une conception de la démocratie qui était beaucoup plus ouverte que uniquement la représentation qui date de la fin du XVIIIe siècle. C'est 1777 que véritablement, aux États-Unis, on parle de la notion de représentant. Et puis, dernière crise, et je vais m'arrêter là parce qu'elle est corollaire là aussi de tous les autres, c'est la crise de la légitimité. Mes élus sont-ils encore légitimes? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont légitimes? Qu'est-ce qui fait que... j'ai envie de dire, à quoi tient leur légitimité? On n'a plus confiance, on ne sait plus ce qu'ils disent, on ne sait plus ce qu'ils font. Surtout, il y a cette espèce de demande de transparence. Alors tout ça, ça pose la question que nous allons aborder aujourd'hui, qui est celle des élus ruraux. Les élus ruraux sont des élus de proximité. Ce sont des élus qui, désormais, je crois, maîtrisent parfaitement le numérique.
Peut-on dire aujourd'hui que ce numérique change les choses pour vous dans vos pratiques? Et notamment, la première question que je voudrais vous poser, c'est à partir de votre expérience d'élu, comment définiriez-vous l'apport, ou le non-apport d'ailleurs, du numérique dans vos pratiques, vos modes de gouvernance? Alors le terme même de gouvernance peut être remis en cause, mais là on ne va pas faire un débat philosophique autour de gouvernance, mais c'est surtout comment, très concrètement, votre expérience d'élu vous fait dire que le numérique, ça joue un rôle ou ça joue pas de rôle. On va commencer par Patrice Joly, si vous le voulez bien. Peut-être Patrice Joly, on a dit qui vous étiez, mais si vous voulez vous dire en quelques mots le rôle que vous jouez, notamment dans votre association. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons créé avec quelques élus au départ et puis aujourd'hui élargi aux différentes catégories de la société dite civile, c'est-à-dire les personnes qui ont des responsabilités qui ne sont pas électives sur le plan politique, cette association nationale qui a maintenant 1 an pour dire que l'avenir de ce pays, l'avenir de la France, ne passe pas uniquement par les métropoles et qu'aujourd'hui, à la fois nos habitants ont des craintes par rapport à ça, d'être abandonnés, de ne pas être pris en compte, de ne pas être dans la modernité, dans la contemporanéité en quelque sorte, et surtout dire aux responsables, qu'ils soient politiques, administratifs, mais aussi économiques, médiatiques notamment, qu'un pays qui dispose du plus bel espace rural en Europe, alors, et plus bel espace sur le plan de la surface, et on sait que la question du foncier est un enjeu pour les décennies qui sont devant nous, mais aussi un des plus bels espaces naturels à travers la diversité de ce que représentent ces territoires ruraux et son potentiel de ressources naturelles sur lesquelles on fonde l'éco-développement notamment, mais également, et c'est important, les ressources humaines, parce que sur nos territoires confrontés à certaines difficultés, sont obligés d'innover, de créer plus que peut-être que d'autres. Et donc c'est ça, c'est dire nos territoires ont envie d'être connectés, mais au sens politique et au sens matériel également, à l'avenir de notre pays. Voilà ce qu'il en est. Donc c'est une association ouverte avec également des universitaires. L'idée est de discuter en fait ce qui apparaît comme des évidences sur l'avenir du pays, sur la manière dont on pense les relations ville-campagne, sur la manière dont on pense l'organisation du territoire, pour essayer notamment de sortir de ce qui s'impose dans nos manières de penser au rapport du centre à la périphérie. Avec aujourd'hui les nouveaux réseaux, la société à venir est une société qui s'organise en réseau, nous dit-on. Et pourquoi sur le plan institutionnel, on ne réfléchit pas un peu plus à ça, à la fois du point de vue de l'organisation des services de l'État, mais également du point de vue de l'organisation des collectivités locales, a fortiori dans une période de réorganisation où les régions sont grandes, il va falloir penser et sortir de la centralisation et de s'approche de la centralité à la périphérie, peut-être à une organisation beaucoup plus polycentrique. C'est très compliqué parce que ça remet en cause nos manières de penser qui s'imposent aux autres, mais qui s'imposent à nous aussi. On est parfois piégé dans la manière dont on pense au territoire sur ces logiques qu'il nous faut essayer de dépasser. Sur la question plus précisément de celle que vous évoquez, elle nous conduit quand même, dans un premier temps, à penser, ou plutôt à réfléchir à la question des infrastructures. Pour pouvoir utiliser le numérique, il faut en avoir les réseaux, et c'est un des combats de nos territoires, et c'est ce que demandent aujourd'hui nos concitoyens. Il ne se passe pas une réunion. J'étais encore en réunion hier soir sur partie du territoire de mon département où on ne nous pose pas la question de cela. Mais au-delà également des réseaux, il y a la question des usages. Et aujourd'hui, nos concitoyens ne sont pas toujours armés pour tirer, on le disait la vice-présidente à l'instant, le meilleur parti de ce que peut offrir le développement des usages. Il nous faut pour cela, et c'est un enjeu important des territoires ruraux sur la question du numérique, mais d'une manière plus générale, de l'ingénierie territoriale. C'est-à-dire des gens qui accompagnent sur la manière de revoir ses process de production, de revoir éventuellement ses marchés, de revoir ses partenariats, de revoir ses fournisseurs. On est dans quelque chose d'une transition importante qui offre des potentiels pour nos territoires parce qu'on est définitivement, ou en tout cas beaucoup plus soustrait à ces contraintes de topographie, de distance aujourd'hui grâce au numérique. Je reviens précisément sur et sans vouloir être trop long, sur la question de la gouvernance. Aujourd'hui, tout est devant nous.
On a une logique aujourd'hui qui passe, ou en tout cas des approches qui passent principalement par la question de l'information. On est très loin de ce que pourraient nous permettre les usages. En tout cas, et vous le disiez, ça peut permettre, et ça permet peut-être aujourd'hui insuffisamment d'apporter une réponse à la demande de transparence, qui fait partie des questionnements et des crises que vous évoquiez à travers la diffusion de l'information. Tout d'abord, permettre de comprendre et d'avoir une vision partagée de ce qu'est le territoire et d'expliquer le sens des actions qui sont prises. Souvent, ce qui pose problème, ce n'est pas le fait de ne pas être d'accord sur une décision que prennent les élus, c'est de ne pas en comprendre le sens, parce qu'on peut parfaitement avoir des approches divergentes, et il n'y a pas de vérité révélée, elle se construit aussi et dans le temps. Cette question, effectivement, de l'incompréhension du sens est un vrai sujet. De manière plus générale, quand même, pour revenir sur la question de la légitimité des élus, mais ça dépasse le cadre de cette rencontre, c'est la question de la crise du politique, c'est le fait que nous sommes entrés dans un cadre complètement libéral où on envisage de réduire la sphère publique et de réduire la place de la politique, puisqu'on maximise en fait la place des marchés. Ça dépasse ce cadre-là, mais on est dans ce contexte-là, qui est un contexte qui a plus de 30 ans et qui imprègne là aussi l'ensemble de la pensée politique, d'ailleurs qu'elle soit de droite ou de gauche. C'est le premier sujet. Après, la question de la réponse. Alors, la réponse à améliorer la transparence, c'est ça, et ça nous renvoie aussi à l'open data qui permet de partager les données. Et nous en avons dans les collectivités, que ce soit les communes, les départements, en matière d'infrastructures diverses, routières, de réseaux, mais aussi en matière d'infrastructures, de données humaines, notamment dans le domaine social. Comment partager ça et comment le valoriser pour améliorer nos interventions et permettre également de l'activité parallèle. Favoriser la participation des citoyens, là c'est un sujet. Oui, oui. On y viendra sûrement. On y reviendra. Oui, tout à fait. Ça fait partie effectivement des thèmes. J'y reviendrai, je vais laisser la Mais parole bien entendu, c'est tout à fait essentiel. Patrice Joly nous parlait d'une page blanche d'une certaine façon. Vous avez dit tout est à faire, tout est à écrire. Jean-Pierre Jallot, dans vos modes de gouvernance, et encore une fois, le terme de gouvernance est à mettre entre guillemets, dans la façon dont vous gérez les choses, sentez-vous que vous êtes face à une page blanche? Êtes-vous en train d'écrire quelque chose de nouveau? Merci Patrice. Oui, je représente, vous l'avez dit, l'Association nationale des pays et pôles territoriaux. Nous sommes 370 territoires de projet en France qui avons opté pour l'intercommunalité choisie. Bon, par les temps qui courent, je crois que tout le monde se comprend ici par rapport à ce qui nous est subi. Et partant du terrain, dans une démarche ascendante, notre mission, c'est de fédérer comme un outil de développement toutes les initiatives et les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, de nos territoires, donc les 370 territoires dont j'ai parlé, légitimés par une loi MATPAM de 2014 qui donne un nouvel avenir à nos pays, un cadre juridique apaisé et qui donne ainsi un boulevard pour une participation beaucoup plus active des acteurs, aussi bien communautés de communes que nous fédérons, en moyenne 5 à 6, et les acteurs privés surtout. C'est un outil de coopération, de développement qui aussi mobilise les financements PER, LEADER et contrats de ruralité. Et l'action de représentation que l'association a auprès des pouvoirs publics vient de se traduire très concrètement par cette reconnaissance. Une fois présenté le cadre au titre duquel j'interviens, j'aimerais plutôt être concret en vous parlant du pays dont je suis moi-même président, pays du Perche. Et comme tout élu, ça a commencé en parlant de l'outil numérique par la terrible tentation de se dire « Allez, Facebook, on va être sur Facebook ». C'est quand même le minimum des choses pour être présent et visible. Mais je pense que c'est la mauvaise approche parce que c'est celle qui consiste à se dire « L'outil serait-il la finalité ?» Est-ce la finalité que d'avoir un nouvel amplificateur d'ego, hein? On en a comme ça pas mal. Donc nous avons pris, nous, le parti de dire eh bien, projetons-nous à 5 ans. Que sera notre territoire à 5 ans? Nous avons donc associé plus de 150 participants de la société civile, des acteurs publics, privés, identifié dans ces laboratoires 9 champs possibles depuis les services à la personne, le développement économique, le tourisme et la santé, et recensé 110 projets potentiels qui peuvent être financés. On a adossé cette réflexion à la candidature leader, obtenu 1 200 000 € pour les mettre en œuvre. Et désormais, nous avons décidé que le numérique serait la colonne vertébrale de notre stratégie.
Donc notre façon de penser est liée aux usages de demain. Et je rejoins ça bien sûr, Patrice Joly, et les nouvelles ruralités, où je suis contributeur aussi à l'association, pour dire, plaçons non plus le numérique simplement comme un outil aimable et agréable, mais comme le cœur de notre nouvelle stratégie. Ça ouvre tout, parce que ce n'est pas seulement les usages, c'est le mode collaboratif. On ne peut plus faire seul l'élu, on va faire avec. Et c'est cette implication des acteurs dans les projets dont on pourra peut-être parler. En l'occurrence, ce que notre stratégie a permis de faire, c'est de faire émerger, de financer les projets. Et on a créé une plateforme collaborative pour chacun s'exprime sur ces projets, les rejoigne. Donc, du coup, on a induit une démocratie participative sur cette stratégie. Donc, effectivement, avoir mis le numérique au cœur, et non seulement au cœur, mais en faire une colonne vertébrale, comme vous le disiez, est-ce que, de fait, pour un élu, est-ce que non seulement les choses changent parce qu'il y a des outils, mais est-ce qu'il considère, ou est-ce qu'il perçoit, ou est-ce qu'il voit, ou est-ce qu'il se sent représenté, au sens, pas représentation, mais représenté comme tel par ses concitoyens? En fait, depuis 10 ans, depuis le surgissement du numérique, est-ce que votre rôle d'élu a changé? Et si oui, en quoi? Pourquoi? Comment? On va laisser la parole à Jean-Pierre, et puis après, je vous donne la parole. D'accord, parce qu'il avait le micro. Moi, je crois qu'au nom de tous mes collègues, on s'accordera vite à dire que oui, notre rôle a changé. Je dirais quoi? Nous sommes des impulseurs d'innovation, des connecteurs d'expertise, des dénicheurs de pépites, des fédérateurs de talents, des médiateurs. Je crois que ça, c'est des mots nouveaux qui vont donner un sens à notre nouvelle mission. Les choses ont changé. On n'est plus dans les stratégies bâtimentaires où la finalité, c'était des équipements, réaliser des équipements. Aujourd'hui, la priorité de nos concitoyens, c'est le cadre et la qualité de vie et les services apportés au quotidien. Ça nous oblige à raisonner en termes de bénéficiaires, un peu comme un chef d'entreprise qui pense à ses clients d'abord. Or, le bénéficiaire citoyen, il est exigeant, il a des exigences grandissantes, averti qu'il est par Internet, bien plus que nous parfois. Notre rôle est donc plutôt de s'adapter à ses attentes et de trouver des solutions innovantes et évidemment des applications pratiques et des praticiens et des experts pour les mettre en œuvre. Donc notre rôle a changé. Et je crois que surtout, on ne peut plus faire seul, on va faire avec. Alors, je donnerai un exemple. Pour développer l'économie, attirer les entreprises sur nos territoires, nous sommes à 120 km de Paris, un territoire riche de son patrimoine naturel, patrimonial, culturel, naturel. Et nous voulons attirer des start-up de Paris, bien évidemment, qui sont à portée de fusil. Et on a décidé de travailler à une application qui s'appelle Perche Entreprendre, avec une carte d'outil, une carte de visite numérique. Et on l'a construit avec un groupe d'experts d'entreprise, parce que personne n'est mieux placé que l'entrepreneur lui-même, qui sait ce qu'il faut mettre en avant. Donc nous nous sommes effacés, avons mis en œuvre avec lui cette façon d'attirer de nouvelles entreprises. Et je dirais que notre rôle aussi est de faire s'approprier les nouveaux usages par de nouvelles cibles. Je donne un autre exemple, celui des personnes âgées. Nous avons bénéficié d'un programme européen qui nous a placés comme un des 2 territoires en France pour s'adresser aux seniors dans la mise en œuvre de tablettes numériques. Eh bien, plutôt que de délivrer les tablettes, nous avons travaillé aux usages avec des jeunes étudiants d'un lycée professionnel dont le cursus service à la personne leur est dédié. Et nous avons développé des applications avec les seniors. Et maintenant, ce sont un réseau de plus de 100 personnes qui communiquent avec leurs aidants, la famille, entre eux, se sont constitués en réseau. Et nous, notre nouveau rôle, ça a été celui d'un passeur d'usage. Donc nous nous effaçons, nous sommes dans un rôle de soutien, nous sommes à la fois fédérateurs de talents, je l'ai dit, mais en même temps, ce n'est pas nous qui allons nous mettre en avant, ce sont les jeunes dont on a parlé dans le film, ce sont les personnes âgées, ce sont les citoyens dans toutes leurs composantes. Le citoyen n'est pas un concept théorique, c'est une cible à chaque fois dédiée. Et on doit travailler avec lui. Tout à fait. En effet, et d'après les discussions que nous avions eues tous les trois pour organiser ce séminaire, enfin cette rencontre, on voyait bien qu'il y avait d'un côté, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure,
une désaffection du politique et en même temps des exigences démocratiques de plus en plus grandes de la part de nos citoyens, une demande de plus en plus grande de la part des citoyens. Et donc, le rôle de l'élu se transforme. Vous avez dit facilitateur, médiateur, etc. Est-ce que, Patrice, la même chose existe dans vos territoires ? Oui, plus qu'une rupture, j'ai l'impression que c'est un amplificateur de mutation dans lequel on est, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui. Cette nouvelle culture et ce nouveau positionnement de l'élu, il s'est dessiné il y a 20 ou 30 ans, lorsque les démarches de développement local se sont mises en place, effectivement, où l'élu n'est plus celui à qui on pose une question, un problème et qui apporte une réponse, mais c'est plutôt celui qui essaie d'animer et d'identifier ceux qui peuvent apporter des réponses, et être le facilitateur, celui qui encourage, qui soutient et qui aide à orienter. C'est ça qui s'est mis en place à travers notamment les démarches des pays et toutes ces démarches de développement local de ces dernières années. Avec les moyens numériques, effectivement, cette mutation s'est amplifiée, nettement amplifiée. Avec la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas quand même encore... Enfin, on a deux problèmes. C'est qu'on n'a pas complètement identifié le cadre et les règles dans lesquelles chacun intervient, la place de l'élu, la place des citoyens, avec des élus qui sont aussi en difficulté parce que ça demande de nouveaux savoir-faire. C'est un autre positionnement sur le territoire que l'on représente et on s'aperçoit qu'il y a un besoin de formation, un besoin d'échange, de partage d'expérience. On est dans un temps qui est nouveau. Il va falloir créer effectivement ce nouveau rapport entre l'élu et l'administré, avec de vrais sujets, c'est-à-dire il y a derrière ça aussi une fracture numérique possible au niveau des usages, c'est-à-dire que comment nos concitoyens sont en mesure, à égalité en quelque sorte, d'être sur de nouveaux positionnements par rapport aux élus. Il y a un risque qui est réel, c'est celui simplement que l'on entende les militants, les citoyens engagés, mais qu'on n'entende pas les sans-voix, qui est aussi toujours la difficulté, les sans-voix par Internet entendu, bien sûr. Et puis, il y a la question du retravailler ce rapport. On n'est plus dans une logique verticale, une logique entre les citoyens et les administrés. On est dans une logique plutôt horizontale, et où chacun, d'une certaine manière, se pense avoir une parole de même valeur que les autres et qu'il a. Donc comment on articule cette approche entre la démocratie représentative et la participation citoyenne qui est attendue mais qui est aussi nécessaire parce que c'est l'occasion de travailler à ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire à construire ensemble l'avenir des territoires dans lesquels on vit. Oui, alors effectivement, vous avez mis l'accent sur un point important qui est cette fracture culturelle, hein, pour employer un vocabulaire à la Bourdieu entre dominant et dominé, pour simplifier les choses et vraiment les simplifier à l'extrême. Et en même temps, cette demande de participation citoyenne, cette volonté de la part des citoyens d'intervenir. Et effectivement, le numérique permet plus simplement à un citoyen d'intervenir. C'est vrai que la culture française ne facilite pas la prise de parole en public. Quand on réfléchit bien, quand nous sommes au collège, au lycée ou même à la fac, on ne nous apprend pas à prendre la parole en public, contrairement à ce qui se passe dans des universités américaines, par exemple, ou anglaises. Donc il y a cette difficulté dans une réunion publique de prendre la parole. On ne sait pas, on n'ose pas. Justement, la possibilité par Internet d'intervenir sur sa tablette, d'intervenir sur son smartphone, son ordinateur, pour questionner l'élu, pour poser une question, pour donner un avis. Et justement, et ça sera le troisième point de notre débat, comment à partir de toutes ces questions-là, pourrait-on caractériser, si tant est qu'on puisse le caractériser, l'implication du citoyen? Et sous quelle forme? Peut-on dire que le numérique est inclusif, voire exclusif, on l'a vu tout à l'heure, et cette notion d'inclusion, j'aimerais bien qu'on revienne tous les deux, là encore une fois on en avait parlé dans nos préparations, et ça me paraît être une notion tout à fait essentielle et tout à fait fondamentale. L'un de vous deux, Jean-Pierre. Oui, Patrice, je crois qu'il faut maintenant aller au-delà de l'outil qui va favoriser la prise commune en réalité élus et citoyens sur une information et de demander des avis et des opinions. Le but de l'outil n'est pas uniquement ça. Maintenant, je crois que ce qui est devant nous, c'est de faire ensemble, c'est de faire avec. Et que le numérique entre dans le quotidien des projets que l'on construira ensemble. Je vous ai cité 2-3 exemples, je vais parler des jeunes. Les jeunes sont passionnés par, évidemment, les outils numériques. Nous pouvons regarder passer ça indifféremment et subir.
nous avons pris, nous, le parti sur notre territoire, de travailler sur des réalisations de passes jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. On a construit des projets, des réalisations, des applications qui leur donnent droit à des réductions sur tous les prestataires de loisirs du territoire, avec une start-up qui a développé tout son business autour de cette application. Et vous voyez, Patrice, je crois que, encore une fois, je le disais, le citoyen, ce n'est pas un concept théorique. C'est un jeune, c'est une personne âgée, c'est un entrepreneur. Et notre rôle à nous, c'est d'aller sur ces cibles, de travailler avec lui, avec elle, de les impliquer dans les projets et de les mettre en avant, de les valoriser. On n'a pas fait simplement, nous, dans le SCOT, par exemple, notre démarche de schéma de cohérence territoriale, une démarche alibi pour demander un avis poli à nos concitoyens. On leur a demandé d'exprimer vraiment la façon dont ils voyaient leur territoire demain, leur identité et à quoi ils étaient attachés. Mais en même temps, vous le voyez, tout de suite, on va chercher des applications concrètes pour travailler avec eux. Parce que sinon, le lien qui a été mis à mal par la parole publique trop généreuse en promesses jusqu'à présent, si elle ne se traduit pas par de l'action partagée, en commun, avec une appropriation où on s'efface, eh bien nous aurons manqué ce virage et on risque de revenir à une valorisation personnelle, ce qui est antinomique avec ce que nous voulons. Je voudrais tirer une dernière fois l'attention aussi sur quelque chose d'important, c'est la formation. On considère que nos citoyens, nos partenaires sont acculturés, comme on dit, aux usages. C'est pas tout à fait vrai. Il faut se dire que la formation, c'est notre rôle aussi. C'est aussi notre travail que de monter des ateliers. Nous avons monté 26 ateliers numériques pour favoriser l'acculturation des prestataires du tourisme à des sites web, pour mettre en avant leur visibilité, la lisibilité, travailler sur TripAdvisor, des supports collaboratifs nouveaux, 40 sessions, vous voyez. Et demain, ça sera le tour des commerçants, des artisans et enfin des élus. Et je crois que le dernier point que j'aimerais souligner, c'est que le numérique, le plus performant soit-il, n'exclura pas la présence et l'accompagnement de l'humain dans nos gouvernances, mais surtout ne doit pas sous-estimer l'ingénierie et l'animation de ces outils. Et si le prix de la démocratie participative, elle a un prix, elle a un coût aussi. Tout à fait. Et je pense qu'il nous appartient de mutualiser ces coûts et ces ressources. Ouais. Et je pense qu'effectivement, nos territoires, nos pôles territoriaux, nos pays, sont le bon espace pour ça. Tout à fait. Je pense que ce que disait Jean-Pierre autour de cette notion que le citoyen n'est pas un concept abstrait, c'est évident. Le citoyen, c'est très divers, un citoyen. Et en même temps, c'est vrai qu'un citoyen, ça nécessite de l'accompagnement. Et on revient à ce que disait Patrice tout à l'heure sur l'ingénierie culturelle. Et justement, la question que je voudrais poser à Patrice, c'est dans la Nièvre, ou dans les départements que vous connaissez, ou dans les situations concrètes, pratico-pratiques, j'ai envie de dire, que vous connaissez, numérique, inclusif, pas inclusif? L'un et l'autre d'ailleurs, hein, et c'est à nous de faire en sorte qu'il soit le plus inclusif possible, et c'est un outil qui potentiellement peut le faire, et on a mis en place sur le département de la Nièvre plusieurs missions numériques qui sont là pour accompagner, développer les usages, aider à travailler sur les process, etc. Et puis un certain nombre d'éléments un peu plus légers qui sont des kiosques numériques qui vont au plus près du territoire et des concitoyens justement pour les acculturer. Parce que pour compléter, ou en tout cas pour insister sur un certain nombre de points que le collègue vient d'évoquer et que je partage, c'est qu'il y a une gradation aussi dans la participation que permet le numérique. Et il y a la pétition tout d'abord, hein, qui est une sorte de confrontation et qui nous interpelle aujourd'hui assez régulièrement. Chaque année, nous avons plusieurs pétitions avec derrière ça des pétitions plutôt en opposition sur l'incompréhension du sens qui est donné, mais qui aussi derrière ça témoignent de conceptions très différentes de l'avenir et de la manière dont on développe le territoire. Et on a un clivage nouveau qui intervient au-delà des clivages droite-gauche, qui est ceux qui veulent de développement et ceux qui n'en veulent pas. Ceux qui sont dans les logiques où il faut créer de la richesse encore en étant attentifs à l'empreinte écologique, bien évidemment, et on sait en la réduire, et ceux qui sont plutôt sur les logiques de décroissance, et pas simplement la décroissance de l'empreinte écologique aujourd'hui, mais de la décroissance en soi. Et il y a là un clivage nouveau qui, effectivement, résonne à l'échelle nationale et qui est un nouveau clivage de la société qui va nous conduire à réfléchir, à travailler avec l'ensemble de ceux qui interviennent sur un sujet particulier. Il y a la pétition, ensuite il y a les forums, il y a le sondage, il y a l'écriture partagée, ce qui a été évoqué, qui est effectivement ce vers quoi on doit aller. En définitive, on est aujourd'hui dans comment on articule
la démocratie représentative, qui à mon avis a aujourd'hui encore sa place parce qu'il y a une légitimité de ceux qui l'expriment, et la démocratie aujourd'hui participative, qui est demandée, mais qui est aussi souhaitée pour les raisons que j'évoquais. Et j'ai entendu récemment une formule qui me paraissait plutôt intéressante, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas s'engager vers ce qui pourrait être une démocratie coopérative, c'est-à-dire qu'on serait aussi dans le comme on est dans la colocation, le covoiturage, le coworking, on est dans la société du partage, et on a à réfléchir, à construire ce qu'est cette démocratie coopérative de demain. Ah ouais. Le constitutionnaliste Dominique Rousseau parle de démocratie continue également. Oui, démocratie continue, ce qui a un sens assez intéressant. Son bouquin est tout à fait passionnant d'ailleurs. Jean-Pierre. Oui, je crois que si nous adoptons tous une démarche de projet, l'avenir, on ne le connaît pas. Mais on a une ambition partagée et à nous de repérer les besoins. Je l'ai dit tout à l'heure, par des laboratoires d'usage. Sébastien Cotte est un merveilleux animateur de ce genre de manifestation. On peut lui faire un peu de pub, il est plus dans la salle. Eh bien, je crois qu'il faut partir de là. Recenser tous les projets qui vont fédérer tous les acteurs pour demain. Parce que demain est à inventer. On ne remet plus en cause les choses. Demain, on va les construire ensemble. Et il y a 4 étapes qui me semblent intéressantes, que j'ai pu pratiquer avec les pays, que je veux bien délivrer et partager avec mes collègues ici présents. D'abord, c'est l'étape de la veille. Oui. On doit tous être en veille, personnellement, sur tous les nouveaux usages, les nouvelles applications. Et des occasions, évidemment, sur le net le sont, mais comme celle-ci, Ruralytics, c'est formidable, parce que là, on fait notre marché de ce qui est à la pointe de la technologie. Le deuxième point de la conduite de projet, me semble-t-il, c'est cette recherche d'adhésion. Trop souvent, on a fait faire et faire savoir, on a zappé cette étape fondamentale de l'accord des acteurs, des citoyens à notre projet. Pas de concertation. Donc, pas de concertation. Donc, il faut absolument prendre le temps de recueillir les avis. Le troisième, c'est l'implication sur laquelle j'insiste, qui est de faire faire. C'est pas à nous de faire, c'est partager cette aventure avec les citoyens. Et enfin, dernier point, c'est de faire s'approprier les usages pour que les choses se passent sans nous. Voilà les 4 étapes clés, me semble-t-il, sur lesquelles on gagnera tous à travailler, parce que c'est qu'une démarche de projet et qui peut s'appliquer à toutes les étapes avec le numérique, qui a les outils pour ça. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est parce que ça serait terrible de faire un débat autour du participatif, du collaboratif, et de ne pas laisser la parole à la salle. On est désolé, on est sur une estrade avec des micros. Effectivement, c'est pas génial pour faire du participatif. Mais enfin, c'est la règle habituelle. Y a-t-il des questions, des interventions Il n'y a pas de micro? Alors, on va faire passer un micro. Bon, je passe le mien. Notre ami Grier, bien connu de Ruralytics. Vas-y. Merci beaucoup. Allô? Oui. Allô? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Monsieur Joly, sur l'atout espace de la France, qui n'est pas suffisamment pris en compte, parce que s'il avait été pris en compte au départ, et qu'on est... C'est clair, il y a toujours une parole légitime, une qui l'est moins, et la salle leur témoigne. Une tendance lourde de ce que j'appelle des citadins en mal de campagne, puisque j'ai vécu moi-même 40 ans à Paris, et maintenant, depuis 16 ans, je suis retourné chez moi en Lozère. Peut-être changer de micro. On va peut-être changer de micro, oui, parce que... Pardon. 1, 2, 1, 2, c'est bien fait. Merci. Oui, donc on aurait, dans une vision stratégique globale, comment dirais-je, saisi cette opportunité historique de réaménagement du territoire que représentait le numérique. Et ce qui veut dire qu'on l'aurait aménagé dans une autre logique, et si on ne l'a pas fait, c'est justement parce qu'on a été pris, emprisonné dans cette logique libérale dont vous parliez tout à l'heure, qui fait qu'on a laissé dans un premier temps faire le marché avec des choses complètement stupides comme
la concurrence par les infrastructures. Ensuite, on est revenu à des choses un petit peu plus raisonnables. Mais aujourd'hui, l'aménagement, je parle des infrastructures, là, mais tout est lié, infrastructure et usage. L'aménagement est fait d'une part dans le cadre des zones AMI par les opérateurs et pour le reste dans le cadre de RIP par les collectivités territoriales. Mais on voit très bien qu'au bout du bout, on n'aura jamais des citoyens, comment dirais-je, disposant des mêmes réseaux. Et actuellement, je suis, non pas surpris, mais un peu contrarié que la loi numérique, qui se veut être une loi pour une république numérique, n'acte pas un droit égal d'accès aux deux réseaux, finalement, dont tout citoyen a besoin, un réseau fixe et un réseau mobile. Le réseau fixe, pour l'instant, nous l'avons, mais cela étant, il va disparaître dans les 10 ans. Je parle du réseau de cuivre. Et à partir du moment où la loi n'acte pas un droit, un peu comme le droit au logement, ça ne veut pas dire qu'on l'aura demain matin, la fibre optique, mais à partir du moment où la loi n'acte pas ce droit, à mon avis, nous aurons des sous-citoyens de la République numérique. Voilà ce que je voulais dire. Et il me paraît important que ces réseaux, qui sont la base d'un écosystème pour faire des campagnes intelligentes, voilà, je ne vais pas raccourcir davantage, mais ça me paraît tout à fait essentiel et je suis très contrarié que cette loi, qui par ailleurs présente des avantages considérables et qui a été très bien, enfin qui a été formidable à certains points de vue, continue à avoir cette faiblesse congénitale de son titre 3 qui est l'accès. Merci. Bien, je propose qu'on prenne plusieurs questions et ensuite nos amis répondront en bloc, ça sera plus simple. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, j'arrive avec le micro. Je suis désolé, il n'y a pas de... Mais ça me fait faire du sport, c'est excellent. Comme je peux pas aller me balader. Merci. Oui, moi j'ai une question à poser, enfin, c'est-à-dire une remarque surtout. C'est que, effectivement, je suis tout à fait en adéquation avec ce qui a été dit, notamment dans la participation, tout ce qui est participatif. D'ailleurs, on dit bien que la gouvernance, normalement, c'est à la fois l'association des élus et des citoyens, parce que si on n'a pas ça, c'est un peu de la dictature. Mais on voit bien qu'on a des territoires qui sont très pauvres, des communautés de communes très pauvres, qui se marient avec des communautés de communes encore plus pauvres et qui font des efforts énormes, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler sur ce qu'on peut, c'est-à-dire que le fonctionnement, et qu'on n'arrive pas à boucler les budgets de fonctionnement, et que derrière, comment voulez-vous faire des investissements? Dans des grandes régions, aujourd'hui, on se pose la question, que va-t-on devenir? Donc si vous voulez, c'est vrai que concrètement, tout ce que vous dites là, oui, mais il y a quand même un moment donné, quels sont les moyens financiers? On ne peut pas, si vous voulez, avec tout ce que vous dites, on ne peut pas faire ça sans qu'il y ait un moyen financier. Et là, on a un gros souci au niveau de l'État, qui n'a pas pris en compte cette donnée et qui fait que finalement, tout le monde est traité de la même manière. Or, en ruralité, vous avez de la ruralité et vous avez de l'extrême ruralité. Et ça, c'est un problème. Merci. Je continue. Y a-t-il d'autres questions ou remarques avant que je donne la parole à... Je prends la troisième et puis après, je donne la parole à nos deux orateurs. Monsieur, où êtes-vous déjà? Vous vous présentez, s'il vous plaît, j'ai oublié de demander. Oui, bonjour, Pablo Ekel, je suis journaliste à la Gazette des Communes. Une question, concrètement, quel est le rôle du numérique pour vous dans la prise de décision et dans le pouvoir local? C'est-à-dire qu'on parle numérique, participatif, écouter les gens, mais si les instances restent toujours le conseil municipal qui prend les décisions une fois tous les 3 mois, est-ce que dans ces instances-là, le numérique a aussi un rôle à jouer? Voici une question clé. Je vous propose qu'on commence par celle-là, puis on reprendra les autres après, bien entendu. Mais cette question me paraît tout à fait fondamentale. Jean-Pierre ou Patrice, oui. L'un des deux, c'est comme vous voulez. En tant qu'élu, en tous les cas, je vous rejoins complètement, vous deux qui exprimez cette extrême ruralité, cette ruralité qui descend au niveau de la commune et qui nous laisse voir cette espérance numérique peut-être comme un nuage passé au-dessus de Polignac. Non, je crois que l'idée, justement, c'est de ne pas rester seul. Et j'appartiens à un territoire, le Perche, qui est dans ce territoire très diffus,
fait de petites communautés de communes. Et tout de suite, l'idée nous est venue de dire, seul on ne pourra pas. Et les communautés de communes sont des intercos de gestion qui ne sont pas dans le projet, qui ne sont pas dans l'univers forcément à même de mobiliser les financements, autres que la gestion locale et les investissements locaux. D'où l'idée de fédérer ces territoires, comme je l'indiquais, par les pôles territoriaux, et je réponds aussi à monsieur le journaliste de la Gazette, pour se dire, j'appartiens à un réseau, celui qui va fédérer au moins 5-6 communautés de communes pour constituer un territoire pertinent, et ce territoire pertinent, s'il se dote d'une stratégie, et nous on l'appelait oser la ruralité augmentée, vous voyez, perche 2.8, oser la ruralité augmentée. Eh bien cette accroche a fait que nous avons fédéré toutes les initiatives et emporté l'adhésion de tous les conseillers municipaux qui se sont reconnus dans cette démarche fédératrice. Et grâce à cette démarche, nous avons obtenu les financements. C'est ça la fin de l'histoire. Des pôles d'excellence ruraux, et notamment les nouveaux contrats de ruralité, puisque nous sommes les pôles territoriaux à la manœuvre pour avoir obtenu non seulement la création des comités interministériels à la ruralité, un comité interministériel à la ruralité, mais en même temps la création de ces contrats qui placent ces territoires, les pôles territoriaux, à la manœuvre pour financer ces projets. Donc vous voyez, il y a un espoir de se dire je peux me raccrocher à un outil de développement en attendant que notre territoire s'organise mieux, que le département, que la région viennent parfois prendre le relais. Mais si on attend que la région ou que le département veuille bien prendre en compte une politique ou une autre, certains territoires peuvent passer à côté de ça. Et nous, notre philosophie, c'est de ne mettre personne sur la touche. Et le temps que se constitue l'organisation territoriale adéquate et que les institutions régionales ou départementales acceptent de financer ces territoires de projet ou non, nous avançons. Et nous sommes un espoir pour ces élus ruraux de notre ruralité parfois profonde et diffuse. Mais je voudrais surtout que ce message d'espoir vous invite à nous rejoindre. Patrice. Les deux premières questions peuvent être assez liées. La question du droit au numérique et au numérique de qualité et la question du financement. Les deux sont liés. Effectivement, on peut regretter ce que la loi n'ait pas évoqué, ce que vous disiez à l'instant. Et ça ne peut pas être les communautés de communes qui règlent le problème matériel, en quelque sorte, du hard, des réseaux. Ça n'est pas possible. Les enjeux financiers ne sont pas à cette hauteur. Les intercommunalités sur le territoire ruraux sont quand même appelées à participer, mais à hauteur de leurs possibilités qui sont faibles. Parce que le malheur sur nos territoires ruraux, c'est que non seulement nous payons les réseaux à travers l'abonnement, comme tout un chacun, mais en plus, nous payons par l'impôt, puisque nous participons à travers les participations des régions, les participations de l'État, à travers les participations des départements et des intercommunalités pour les réseaux à venir, nous payons 2 fois pour avoir un service dégradé. Et nous payons alors que nos collectivités sont des collectivités qui ne sont pas riches. Et aujourd'hui, effectivement, non seulement elles ne sont pas riches, mais il n'y a pas de différenciation dans les aides qui sont apportées. S'il y a des différenciations, ce sont des différenciations qui favorisent les plus grandes agglomérations, les grandes villes, et pas les plus petites, et pas les communautés et les territoires ruraux. C'est ça le sujet. C'est à l'inverse. Aujourd'hui, on nous annonce en plus, par exemple, que le fonds de péréquation, le FPIC, n'augmentera pas alors qu'il va augmenter. Il arrive à peu près à compenser sur les territoires ruraux le niveau des diminutions des dotations. Ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, une ville comme Paris touche en dotation par habitant beaucoup plus que des communes rurales, alors qu'elle est très riche. Je ne parle pas d'autres départements. Je prenais cet exemple-là en comparaison avec mon département. Ce sont des territoires qui ont moins de charges, contrairement à ce qu'on nous raconte, que les territoires ruraux. Moi, sur mon département, ce qu'on appelle le reste à charge, ce qu'assume le département sur les allocations de solidarité, c'est 13 millions d'euros. Collègue de la ville de Paris qui représente son institution à l'Association des départements de France nous dit moi, c'est énorme, c'est 93 millions. Eh bien, si on fait le rapport 200 000 habitants dans le Nièvre, 2 millions à Paris, il devrait avoir en reste à charge 130 millions. Et dans les critères aujourd'hui d'une répartition d'un fonds spécial au département en difficulté, eh bien, c'est ce reste à charge qui est pris en compte et pas la capacité qu'on a à prendre en charge. Donc il y a vraiment à travailler sur la péréquation, vraiment ce qui est un serpent de mer. On avance un peu au cours de ces dernières années, mais on est très loin de ce qu'il faudrait faire. Mais au-delà de ça, la question qui se pose, c'est sur nos territoires ruraux, comment on fait pour que l'on dispose de réseaux à la fois téléphonie mobile ou de réseaux Internet
qu'on utilise au maximum les moyens sur nos territoires. Moi, je donne un exemple. Sur la téléphonie mobile, qu'est-ce qui empêcherait qu'une loi oblige l'itinérance, c'est-à-dire passer d'un matériel, d'un opérateur à l'autre pour desservir au mieux? On pourrait se dire, si la densité est inférieure à 25% ou à 50%, eh bien l'itinérance est obligatoire. Quand on va à l'étranger, on passe d'un opérateur à l'autre, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de problème technique, ça ne coûterait rien non plus, et on améliorerait nettement le service sur nos territoires. Sur le dernier point, et je sens qu'il faut que je m'arrête, j'ai peur dans l'intervention, j'ai pas peur, mais l'intervention à l'instantanéité des choses. Ce dont on a besoin en politique, c'est pas du court terme, c'est du long terme, c'est une vision de long terme, c'est une vision globale sur un territoire, c'est pas du coup par coup. Et le risque qu'on a quand même avec Internet, avec le numérique, c'est d'aller vers une forme moderne du café du commerce en politique. Et soyons très attentifs à ça. Il y a une exigence sur la pensée, la réflexion et l'action politique qui doit être globale et qui doit être de long terme. C'est la responsabilité des élus d'utiliser ce moyen pour faire partager justement cette manière d'aborder les politiques. On n'est pas là pour répondre au coup par coup. En tout cas, ce n'est pas ma vision des choses. Absolument. Merci. Oui, je crois que malheureusement, ça serait un autre table ronde, mais cette notion de temps long en politique me paraît tout à fait fondamentale et je pense que nous sommes un peu tous d'accord. Alors écoutez, je termine. D'abord, je crois qu'il y a des mouvements vers le buffet, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille vite. Donc je voudrais tout d'abord remercier nos amis Patrice et Jean-Pierre pour la richesse de leurs interventions. Vous remercier aussi pour la pertinence de vos questions. Je crois que c'était une table ronde très riche, très intéressante, qui a évoqué des idées un peu nouvelles. Et ça, je crois que c'est important pour Ruralitique. Et donc je vous propose d'applaudir Jean-Pierre et Patrice, et merci à vous. Merci. Et on applaudit notre ordinateur. Voilà. Merci beaucoup de ce traitement très haut débit et musclé, effectivement, d'un sujet qu'on n'a pas fini de traiter. Le buffet est en train d'être dressé, vous pouvez commencer à vous en rapprocher. On va reprendre nos travaux à 14h précises. Alors vous avez compris qu'on était parti un peu tard, donc ce sera plutôt du 14h15, voilà. À tout à l'heure, bon appétit. Merci beaucoup. Oui, juste pour vous dire, si vous pouvez effectivement vos sacs, vos sacoches, les prendre peut-être avec vous, les accrocher, parce que comme ça nous permet de déplacer les chaises pour vous faire un peu de place. Voilà, merci.